Et c'est vrai que dans un certain nombre de pays, quand vous venez travailler sur la tuberculose, sur le paludisme, vous êtes vu d'une manière différente. Et c'est important. Et puis ce qu'on est en train de faire sur la politique de prix, sur la modification du modèle économique dans le domaine du paludisme, mais également sur la tuberculose, sur les maladies mentales au sein de mon département, c'est aussi un laboratoire d'études sur demain, qu'est-ce qu'on fait avec le diabète, qu'est-ce qu'on fait sur les maladies chroniques, sur le cancer. Donc c'est simplement pour élargir un tout petit peu notre propos aujourd'hui. Alors le paludisme, c'est un bon exemple. C'est un bon exemple parce que le monde en a pris conscience, et quand je dis le monde, je dis les pays riches, hein, parce que ça a été le G8 qui a décidé la création du Fonds mondial de lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose. Et je rappelle que notre pays, la France, est le deuxième contributeur au Fonds mondial. Donc on peut espérer, hein, on était parti de 0 patient traité contre le sida à la fin des années 90. Il y a 8 millions de personnes aujourd'hui qui reçoivent un traitement. Donc il se passe des choses, hein, on ne va pas plonger dans un pessimisme ambiant, il se passe des choses. Puis ce qui est important aussi, c'est que les acteurs travaillent ensemble. Alors on peut critiquer les uns les autres, mais cette prise de conscience, elle est réelle. Et je répète souvent, et pardon de le répéter encore une fois, c'est que l'industrie pharmaceutique, ce sont des femmes et des hommes, Sanofi, c'est 110 000 personnes, qui sont de droite, qui sont de gauche, qui sont du centre, qui regardent la télévision, qui lisent la presse, qui voient bien ce qui se passe et qui ont envie aussi d'apporter leur pierre sur la lutte contre ce type de maladie. Et donc on est un partenaire naturel parce qu'on a un savoir-faire. Et réellement, et ça je le pense, que sans l'industrie pharmaceutique, on ne pourra pas combler ce fossé entre nord et le sud. D'abord avec un certain nombre de partenariats. On est marié, il a dit qu'on n'est pas engagé, mais mariage ça veut dire aussi divorce. Donc moi j'envisage pas de divorce avec nos amis de DNDI. Mais ce qu'il ne nous a pas dit, et juste pour élargir un tout petit peu le propos, c'est que ce partenariat il a fonctionné. Il est exemplaire, on le dit, puis Bernard, il n'a pas honte de s'asseoir à côté de ces méchants de l'industrie pharmaceutique souvent diabolisés, c'est que ça a tellement bien marché qu'on a décidé de continuer, et on a signé un partenariat sur la maladie du sommeil, sur un autre médicament, parce que c'est un partenariat, il est gagnant-gagnant des deux côtés, on a appris beaucoup, et je répète souvent que la rencontre de ces deux mondes, le monde de l'industrie pharmaceutique et le monde d'associations, de fondations privées comme DNDI, ça a montré qu'il n'y a pas que les salauds ne sont pas tous d'un côté, que les bons sont d'un côté, que tout le monde, on peut travailler ensemble et on s'est découvert. Et je crois que ça c'est important, que la relation humaine est aussi importante. Je vous remercie. Bonjour docteur, journée mondiale de lutte contre le paludisme, plus de 40 ans après, quel est l'état des lieux? Bon, l'état des lieux aujourd'hui, alors, à peu près la moitié de la population mondiale vit avec cette épée de Damoclès du paludisme. Quand on regarde la carte des pays à risque, hein, ce qui fait à peu près 3 milliards de personnes. Aujourd'hui, on est sur, j'aime pas cette comptabilité morbide, mais autour de 650 000 morts annuels, en particulier des enfants. On était à plus de 1,5 million et quasiment 2 millions. Là, on est quand même sur des chiffres qui nous font espérer, si vous voulez, une nette diminution. 250 à 300 millions de crises de paludisme, de crises, je ne parle pas de mort, là, de crises de paludisme par an. On est sur un coût du paludisme, on ne l'a pas dit, et c'est un chiffre qui me paraît important, le paludisme coûte à peu près 12 milliards de dollars au continent africain, en termes de développement et de manque de développement. C'est important. Hein. Et on est, pardon, là encore, sur cette comptabilité, on est sur un mort tous les 45 secondes à 1 minute. C'est quand même quelque chose d'important. Hein. Alors, maladies liées au développement, à la pauvreté, c'est vicieux. Hein. Paludisme, pauvreté, pauvreté, paludisme, c'est vrai, c'est une réalité. Voilà. Alors, business, le mot il est un petit peu connoté d'une manière péjorative. C'est vrai que les choses ont changé. Parce que il y a eu cette prise de conscience de ce type de maladie depuis le sida. C'est le sida qui a fait prendre conscience à la communauté internationale, mais aussi la globalisation de l'information, Internet, de dire attendez, le sida ça touche le Nord, la France, les États-Unis, etc. Mais c'est aussi en Afrique. Et à la fin des années 2000, on se dit tiens, il y a 35 millions de personnes séropositives, dont 25 millions en Afrique. Et on a des médicaments au Nord, alors attendez, l'accès. Et là, les politiques voient bien quand même, si vous voulez, la problématique. Et lors d'un G8 à Okinawa et à Gênes, 2 G8 successifs, ils disent on va créer un fonds mondial. On ne peut pas laisser faire ça, alors qu'on a des solutions techniques au Nord. Et on crée le fonds mondial de lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose. C'est vachement important, parce que pour la première fois, les pays les plus riches prennent en compte les problèmes de santé publique dans les pays du Sud. Alors c'est le sida le point de départ, mais on dit attendez, il n'y a pas que le sida. Il y a beaucoup de ministres de la santé de vos pays qui ont dit attendez, il n'y a pas que le sida, on a le palu, et on a
a aussi la tuberculose. Alors ils auraient voulu en rajouter d'autres. On va prendre les 3 qui tuent le plus et on y met de l'argent, on y met des milliards. Et là ça change tout. Parce que c'est vrai que ça stimule aussi. Parce que le paludisme, il n'y avait pas de débouché. Alors des entreprises comme Sanofi, parce qu'elles ont une histoire, elles étaient présentes en Afrique, puissance coloniale française, elles avaient la chloroquine, elles avaient la flavoquine, le palutaire, des produits comme ça. La nivakine, oui, chloroquine, nivakine, c'est pareil. Voilà. Donc elles avaient cette sensibilité-là, elles ont continué à travailler, si vous voulez, mais c'est vrai que c'est un booster extrêmement important. Et donc après, DNDi, tout ce mouvement, si vous voulez, de prise de conscience, et ce partenariat qui a été créé aussi par les objectifs du millénaire aux Nations Unies, fait qu'on a beaucoup avancé. Et qu'aujourd'hui, on a des médicaments actifs qui touchent quand même une grande partie de la population, parce qu'on a réglé le problème de fond qui était le problème d'argent. Le problème d'accès, c'est aussi un problème d'argent en Afrique, vous le savez. Parce qu'il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a pas d'assurance privée, ou très peu, si vous voulez, donc il fallait qu'il y ait un financement extérieur. Alors docteur, on fait un grand bond en avant, on est dans l'histoire, nouvelles molécules, nouvelle forme de prise de médicaments, nouveaux traitements, nouvelles perspectives d'avenir. Est-ce que cela va diminuer la maladie? Ah ben ça diminue, hein. On a des chiffres, que je vous dis, on est parti de 1 million il y a 10 ans, ou un peu plus d'1 million, on est à 650 000. Alors est-ce que c'est 600 ou 700? Mais en fait, il y a des diminutions très nettes. Il y a des pays, Zanzibar, il n'y a plus. Ou quasiment plus. C'est important. Uniquement aux médicaments ou alors... Non mais attendez, c'est dû à... Bien sûr que pas seulement le médicament. Les millions de moustiquaires imprégnés qui ont été distribués. Mais la moustiquaire imprégnée, si on la donne comme ça aux gens sans leur expliquer comment on s'en sert, ça sert à rien. Parce que les gens, alors on a caricaturé, on a dit ils font des robes de mariée, ils vont pêcher avec. Oui, parce qu'on leur dit pas à quoi ça sert. Mais c'est pour ça que l'information, l'éducation, la communication pour le médicament, pour les moustiquaires, pour les produits anti-moustiques et tout, elle est fondamentale. Et donc c'est une conjoncture, si vous voulez, et une somme de moyens de lutte contre le vecteur, les moustiquaires imprégnés, les médicaments, tous. Vous voyez? Et puis l'information, l'éducation aux enfants. Parce que c'est les enfants qui portent le message. Et comment vous faites au niveau du pays? On a vu des millions d'enfants. On a fait des concours en Côte d'Ivoire, en Ouganda, au Burkina Faso avec les enfants des écoles. On leur fait jouer des pièces sur la Nofel et tout. Ils gagnent des prix, ils rentrent chez eux, ils disent maman, attention, il y a ce méchant moustique, il nous pique. Regardez les jeux qu'on a fait. Parce qu'on a adapté tous les outils de communication aux différents publics. Parce que pour le professeur de médecine de l'hôpital de Kinshasa, lui, il ne va pas lui donner des jeux. On va lui donner un bouquin sur la biodiversité du paludisme. Le médecin du centre de santé ou l'agent de santé communautaire, on lui donne un petit bouquin, comment on s'occupe du paludisme pour les infirmiers, pour les sages-femmes. Et puis quand on arrive au niveau des mères, au niveau des enfants, c'est des jeux, c'est des choses comme ça. Et c'est extrêmement important d'adapter les moyens de communication à la pyramide médicale des pays. Alors $1 par jour, la nouvelle molécule, et 50 centimes? Moins 50 centimes de dollars, pas d'euros, chez l'enfant. Alors on sait que le coût, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vivent avec moins d'$1 en Afrique. Alors, vous avez raison. Aujourd'hui, c'est les bailleurs de fonds qui achètent à ce prix-là. Le Fonds mondial, President Malaria Initiative, l'initiative du président Bush sur le paludisme, l'UNICEF, l'OMS, des ONG, parfois de gré à gré d'un pays, mais pour le distribuer gratuitement auprès des malades. Ils ne payent pas ce prix-là. Par contre, il existe un marché semi-privé et privé en Afrique, où là, il y a la MFM, qui est cette initiative Affordable Medicine for Malaria, qui substitue, si vous voulez, entre le prix de la chloroquine abordable, c'est 10 cents de dollars ou 20 cents, et $1, il subventionne, donc il comble ce fossé, ce qui fait que les gens peuvent l'acheter. Et ça, c'est important. Alors, c'est pas encore dans tous les pays, mais les pays où ça, on l'a fait au Ghana et ailleurs, enfin, on l'a fait, nous, on a fourni le médicament en dose unique à ce prix-là, et il est subventionné par la MFM, financé par le Fonds mondial, financé par l'UNICEF, par United, etc., qui va augmenter, si vous voulez, l'accès pour le maximum de personnes. Est-ce que vous n'avez pas peur des médicaments de la rue qu'on trouve en abondance quand on est au Nigeria? On en a peu parlé là, mais c'est fondamental. Mais attendez, pourquoi les gens ils vont dans la rue? Parce qu'ils ne peuvent pas payer le vrai médicament. Donc plus vous aurez un accès aux médicaments, vous aurez un modèle économique différent, moins ils iront dans la rue. Donc il y a de grandes chances aujourd'hui qu'on j'espère une fausse molécule qui soit à peu près... Non mais ils iront pas dans la rue parce qu'on leur donnera la bonne molécule. Parce qu'avant il n'y avait pas de moyens, on leur donnait pas, ils ne pouvaient pas payer. Donc ils allaient dans la rue, c'était moins cher. Donc c'est extrêmement important d'avoir ces médicaments, l'accès aux bons médicaments par les patients.
Et c'est comme ça qu'à terme, on va assécher, j'espère, les faux médicaments. Mais les faux médicaments, c'est aussi un problème politique. C'est que les pays se dotent d'un système pharmaceutique avec non seulement des laboratoires de contrôle, mais les laboratoires de contrôle seuls ne suffisent pas si vous n'avez pas des pharmaciens inspecteurs, des sanctions inscrites dans la loi. Donc c'est un problème politique, hein, la contrefaçon. C'est les douaniers, c'est la police, ça doit rentrer dans les lois du gouvernement. C'est pas simplement dire on a un laboratoire de contrôle, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Ok, quand c'est pas bon, on fait quoi? Est-ce qu'il y a des sanctions? Est-ce qu'il y a des pharmaciens inspecteurs? Ça doit rentrer dans la loi. Donc, vous voyez, c'est un problème beaucoup plus vaste. Mais c'est vrai que les antipaludiques ont souffert de ces faux médicaments. Alors, de dernière question, on va parler de la RDC. On sait que le pays est fragmenté, divisé par la guerre. Il y a la prise de la Bastille par les pays voisins. Et il y a la faillite même un peu du politique. Comment vous faites? Comment vous allez faire pour réunir tous ces éléments efficaces sur le terrain? C'est les limites. C'est les limites d'une entreprise comme Sanofi, c'est les limites de DNDi. On ne peut pas faire de l'ingérence. On est conscient de la chose. Donc nous, on va travailler avec le maximum de personnes qui ont un pouvoir localement. Les responsables des programmes de lutte nationaux contre le paludisme, les ONG, les organisations religieuses qui maillent un petit peu le pays. Mais il y a des limites. Après, Bernard vous a dit, il a été dans un hôpital, c'est peut-être pas des produits de qualité. Donc après, c'est les politiques, c'est la prise de conscience, c'est les populations, c'est vous les médias qui disent aux gens, attendez, il existe ces choses-là, ne prenez pas n'importe quoi. Et ça, on va avancer progressivement. Mais ça, c'est les limites de l'exercice, il faut l'admettre. Alors, pays continent, le Nigeria en face pourrait avoir, vous avez dit... c'est le seul pays pour nous, hein, je dis bien nous, parce qu'on a fait des études économiques, M. Pécoul vous l'a dit, qui justifierait une fabrication locale, en fonction des besoins. Parce que vous avez 80 à 100 millions Mafar, la Tunisie demain va en faire quelques millions, vous avez IPCA, les Indiens qui en font. Bon, voilà, ça répond quand même aux besoins du marché, et même au-delà. Mais demain, le Nigeria, effectivement, avec le nombre de sa population et les risques dans ce pays, ça peut justifier une implantation locale au Nigeria. Et d'ailleurs, je ne vous cacherai pas qu'on travaille dessus. Paradoxalement, au Nigeria, on y trouve des médicaments contre-effets. Oui. Alors, comment feriez-vous? Je dis au revoir au professeur. Comment feriez-vous? Mais attendez, quand vous aurez des médicaments de qualité à un prix abordable avec un système de distribution du gouvernement au Nigeria, les faux médicaments, ils mourront de leur belle mort. Mais tant qu'il n'y a pas ces médicaments... Alors, nous, je peux vous dire que l'ASAC, il est aujourd'hui au Nigeria, on en vend. On répond à des appels d'offres, pas assez par rapport aux besoins de la population. Il y a d'autres acteurs, mais qu'on réfléchit plus que sérieusement à une implantation industrielle au Nigeria. Les faux médicaments auront de leur belle mort, l'anophèle femelle aussi. Merci mille fois, docteur. C'est pas la France-Afrique, mais c'est le médicament pour l'efficacité des populations. Voilà, et moi j'espère vraiment, je suis vieille africaine quelque part, arriver à... On n'éradiquera pas, mais on peut éliminer, on peut diminuer nettement. Enfin, j'espère de mon vivant voir un jour un vaccin et dire le paludisme, c'est une histoire ancienne. J'espère. Merci, docteur. Des armes, ils s'approprient des matières premières comme l'or et d'autres minerais dont le sous-sol de la province regorge.